Un nombre de jeunes joueurs qui sont tous devenus des joueurs confirmés. Je pense à Boca, Kolo Touré, Yaya Touré, Aruna et plein d'autres. Ouais. Et vraiment, on retrouve dans toutes les qualités de cette académie les qualités d'Yaya Touré. Très athlétique, il fait 1m90, mais capable techniquement d'être un très grand joueur et une puissance phénoménale. Il se met devant la défense, avec Xavi à gauche, Iniesta à droite. Tous les ballons passent par lui, on ne peut pratiquement pas lui prendre la balle techniquement. On le voit là, hein. Et je suis persuadé que par rapport aux courses que fait Diarra, il court beaucoup moins parce que Guardiola lui demande de rester devant la défense, de ne pas sortir. Et il est vraiment la rampe de lancement offensive et défensive d'ailleurs de Barcelone. Ouais, regardez, c'est encore lui. On le ici, voit, Jean-Charles. Voilà. Il a une qualité technique incroyable pour un numéro 6 placé devant la défense. Et c'est devenu aujourd'hui un des leaders incontestables de Barcelone. Ouais. Ah ouais. Et ce que me souligne Erwan Le Breton a juste raison, c'est un plan séquence qui dure 45 secondes et on peut constater que c'est vraiment le pivot complet, hein. Yaya Touré avec son numéro 24, regardez, tous les ballons repassent par lui, hein. Xavi qui est en possession de balle, on va venir goûter un petit peu sur la gauche avec Eric Abidal, Thierry Henry, il n'est jamais très loin, regardez dans le rond central. Et voilà, et ça partait de la surface avec lui. Et là, il est encore dans les parages. Iniesta qui est en possession de la base. On a toujours ce point central, hein. Jean-Charles, je discutais avec Lilian Gatoun après les spécialistes et Jacques Crévoilier d'ailleurs jeudi soir. On parlait de ça. Il y a eu une discussion en début de saison entre Guardiola et Yaya Touré. Et Guardiola lui a dit « Tu n'es pas là pour courir. Place-toi devant la défense. Après, tu as le trident offensif. Et devant toi, à gauche, Xavi, Iniesta, à droite. Et tu bouges pas. » Et finalement, on voit toutes les qualités de Yaya Touré, alors que nous, par exemple, à Monaco, parfois, on ne savait pas trop est-ce qu'il faut le faire jouer en 10, en 8, en 6, puisqu'il est capable de jouer partout. Ouais. En tous les cas, au Barça, il a trouvé sa place devant la défense. Ouais, un vrai cadre avec à ses côtés aussi des joueurs qui sont capables de l'alimenter en ballon et qui sont capables de particulièrement bien conserver, ce qui n'a pas été le cas. On vous le rappelle, mesdames, messieurs, du Real Madrid. Oula des Real Madrid, donc, qui après 45 minutes de jeu devant son public de Santiago Bernabéu, eh bien, est donc mené 3-1 par le FC Barcelone. L'enjeu de ce match est tout simplement le titre, en tout cas une grande partie du titre de champion d'Espagne. En cas de victoire du Real ce soir, c'est un retour à 1 point des Madrilènes, retour quasiment inespéré il y a encore quelques semaines. En cas de défaite face au Barça, là c'est quand même la grande envolée pour les hommes de Pep Guardiola, hein. En cas de victoire du Barça, Jean-Charles, 4 plus 3 ça fait 7 points d'avance à 4 matchs du bout. Ils ont encore la Coupe du Roi avec la finale contre Bilbao. Ils ont la Champions League aussi, donc ils vont jouer un peu sur ces 3 challenges, mais en sachant que la Liga, en cas de victoire, est pratiquement réglée. Ouais, on peut considérer aussi pour le FC Barcelone qu'aujourd'hui est une rencontre vraiment charnière. Parce qu'aujourd'hui, le Barça peut quasiment se mettre dans une situation extrêmement délicate. Se voir revenir à 1 point le Real Madrid et se mettre dans une position de faiblesse en cas de défaite en vue de la demi-finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse de Stamford Bridge face à Chelsea. Il y a quand même pas mal de paramètres qui ont été en compte avec une pression supplémentaire pour les Blaugrana. Ils sont en train de la tenir. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Et de quelle manière? Jean-Charles, clairement, Guardiola, dans l'équipe type qu'il a mis en place aujourd'hui, c'est très clair. Il vient pour gagner. Il sait que c'est un match très important. Il oublie le match de la semaine prochaine en Champions League pour se concentrer sur la Liga. Et d'ailleurs, Messi joue, Eto'o joue, Henry. Ouais. Tous les titulaires sont là. Donc c'est la meilleure équipe du Real. Allez, on repart tout de suite. Deuxième période de ce Real Madrid. FC Barcelone. C'est à vous, Lilian Gatoun, Ronald Denwex. De retour à Santiago Bernabéu pour le coup d'envoi de la deuxième période. Le Real Madrid chahuté sur ce retour sur la pelouse par son public. Le Real qui menait 3-1 par cette équipe du FC Barcelone. On le disait en fin de première période, Real qui prend une option peut-être définitive sur le titre de champion d'Espagne. Mais il faut évidemment résister. On le sait, le Real Madrid nous a habitués à faire justement des sursauts d'orgueil dans les deuxièmes mi-temps, souvent mémorables. Oui, les Barcelonais sont bien placés pour le savoir. Ils les connaissent par cœur. Donc on peut supposer qu'ils ne commettront pas le péché d'orgueil. Gabriel Heinze qui récupère ce ballon donné avec Marcelo, le Brésilien. Marcelo toujours qui cherche une solution. Il la trouvera derrière lui avec Fernando Gago. Un petit ballon piqué. Ça sera trop long pour trouver les attaquants qui étaient tous sur la même ligne. Oui, mais tous axiaux. Et là c'est le souvenir d'un mauvais Real. Mais ça va certainement se corriger. Et cet extérieur du pied pour lancer Thierry Henry. Fabio Cannavaro sera plus prompt que le Français pour passer ce ballon. Mais encore une fois, on a vu sur une passe cette faculté qu'ont Xavi, Iniesta à déséquilibrer un bloc défensif et à lancer les attaquants. Surtout quand il y a 40-50 mètres là, pour le faire. Lorsqu'ils sont à 10 contre 10, ils y parviennent. Là, lorsqu'il y a des 3-3, des 2-2 à jouer avec la largeur, la profondeur, pour eux, c'est très très simple, évident.
Après, c'est une question de dosage de passe. Pour les Madrilènes, dans cette seconde mi-temps, ils sont dans le paradoxe parce que bien sûr, il faut revenir, donc conserver beaucoup de munitions en attaque. Et où ils souffrent le plus, c'est au milieu, à l'intérieur. Regardez encore, on n'arrête pas d'insister là-dessus. Touré, Xavi, Iniesta, Messi venant dans cette zone-là. Il y a un surnombre et ça leur permet d'avoir le ballon. Ça continue très facilement, d'être face au jeu, de pouvoir accélérer en passe, en dribble. Donc les Madrilènes, là, particulièrement Gago, Lassana Diarra, ils vont continuer à souffrir 1000 morts. Mais leur coach, il ne peut pas faire autrement maintenant. Iniesta avec Messi, avec Xavi. Regardez comment on fait tourner ce ballon. C'est impeccable là pour Iniesta. Encore un double contact pour effacer Fabio Cannavaro. Iniesta toujours qui va frapper. Ce ballon qui va passer à côté des buts d'Iker Casillas. On a bien cru qu'Andrés Iniesta allait offrir aux Barcelonais le 4e but. Il est exceptionnel comme dribbleur. Parce que là, c'est un petit festival qu'il nous a fait. Mais il a tout à fait logiquement à la sortie. L'angle n'est pas évident, mais il prend quand même, et c'est normal, le risque de frappe. Son ballon est frappé un petit peu de l'extérieur et fuit la cage. Et on repart avec le même scénario, Anna, du côté du FC Barcelone. Un FC Barcelone qui se procure les occasions et ce Real Madrid qui cherche à allonger le jeu, mais qui ne parvient pas à passer par les côtés. Oui, de toute façon, c'est la force et la faiblesse du Barça. Ils savent jouer que d'une manière. Donc, pour l'instant, on va les retrouver à presser haut, à préparer bien leurs actions et forcément avoir des occasions. Donc on a vu Fernando Gago qui était venu sur le côté gauche. Peut-être l'une des consignes de Juan de Ramos pour essayer de changer un peu la donne. Mais si Fernando Gago va sur le côté, il n'est pas en défense pour aider Lassana Diarra. Et on peut faire tourner le ballon encore une fois avec Xavi, Iniesta. Là, on les a vus, Gago et Lassana Diarra, ils étaient en train, dans l'axe, de courir après un Barcelonais qui perforait justement dans cette zone. Et vous avez vu le coup du sombrero de Thierry Henry avant d'accélérer derrière. Ce FC Barcelone en pleine confiance qui est en train de prendre entre les pieds, entre ses mains, son destin. Ce mois était absolument capital pour le FC Barcelone. Et visiblement, les hommes de Guardiola ont adhéré et ne comptent rien lâcher. C'est Thierry Henry, il a été touché à la tête au niveau des jambes ce soir. Ça va parfaitement bien. Il a des accélérations meurtrières. À chaque fois, il attend l'adversaire pour mieux le fixer et planter son accélération. Avec Gago qui surveille Carles Puyol sur ce nouveau corner barcelonais. Le ballon est tiré par Xavi. C'est repoussé par la tête de Sergio Ramos. Thierry Henry qui peut remettre derrière et qui va offrir une contre-attaque avec la vitesse de Robben peut-être. Robben qui va essayer de temporiser, d'attendre du soutien. Il a été bien bloqué par Thierry Henry notamment. Et Iniesta, oui, tout de suite venu. Marcelo sur le côté qui prend l'intérieur à Daniel Alves. Marcelo dans la surface, ce petit extérieur. Et Gabriel Heinze n'avait pas poursuivi sa course. Du côté du Barça, par rapport à la manière de jouer, on peut anticiper sur les partenaires parce que la plupart du temps, ils respectent le jeu. Avec Marcelo, c'est un petit peu plus difficile parce que est-ce que lui sait au moins ce qu'il va faire? Heinze n'en est pas persuadé. Là, il fixe à l'intérieur. D'un petit extérieur, il aurait pu donner un très bon ballon à Heinze, ce qu'il fait. Mais Heinze, lui, il n'y a pas forcément cru. Il s'est dit Marcelo, peut-être que comme d'habitude, va partir, dribbler, frapper. Donc il n'a pas poursuivi son action. Et puis on va dire peut-être que Heinze, le trentenaire, économise ses montées dans le couloir parce qu'il a quand même fort à faire avec Messi et Eto'o qui se succèdent dans sa zone. C'est vrai, mais là, bon, il était à 16,50 m, donc il n'y avait plus que les 5 derniers mètres à faire pour recevoir ce ballon. On ne sait plus certainement, à mon avis, qu'il ne savait pas trop ce qu'allait faire Marcelo. Parce qu'il était engagé dans l'offensive assez haut. Piqué là au niveau de la qualité de passe, c'est bien. Il trouve ces milieux qui sont quand même là bien mieux serrés par les Madrilènes. Et il arrive à leur donner des ballons de 20-25 mètres au sol. Parfaitement dosés. Iniesta pour mettre ce ballon côté gauche avec Thierry Henry face à Sergio Ramos. Accélération de Thierry Henry. Sergio Ramos protège bien son ballon. Elle peut relancer devant lui avec Fernando Gago. L'Argentin qui va lancer Robben. Bon contrôle de la part du Hollandais. Il est face à Carles Puyol. L'accélération de Robben. Il est plus rapide que Puyol. Il est accroché par le capitaine catalan. Il lève les bras. Arjen Robben en regardant évidemment M. Undiano Malienko. Alors là, Puyol avait anticipé sur l'accélération de Robben. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on voit quand même qu'à la course, Robben est très fort. Puyol met juste le petit contact qu'il faut. Robben lui tente avec son bras aussi de le déséquilibrer.
Mais Robben, il a des jambes. Comme quoi ce match, bien sûr, jusqu'à la fin, il restera indécis. Sauf à ce que le Barça mette le 4e. Christophe Metzelder avec Fabio Cannavaro, champion du monde italien. Sergio Ramos a remis derrière pour Iker Casillas qui dribble Samuel Eto'o avant de relancer. Mauvaise relance, mais ça profite tout de même aux Madrilènes. Avec le ballon d'Higuaín et Dani Alves qui a pu le récupérer sans faire de faute, estimé l'arbitre, alors que M. Ndiano Malienko a gêné Andrés Iniesta. Ça permet à Gago de récupérer le ballon. Fernando Gago, la frappe au ras du sol, captée sans problème, cette frappe trop écrasée pour tromper Victor Valdés. Ça aurait été vraiment dommage quand même que du côté barcelonais on se prête un but sur cette action, parce que l'arbitre là, il a fait le 3e milieu qui manque en madrilène avec Gago, Lassana Diarra pour les aider un petit peu, et Gago sur le retour il a laissé légèrement traîner. Et on voit le dribble de Iker Casillas, tout sang-froid pour essayer de dribbler Samuel Eto'o. Et vous l'avez vu, la faute de Gago sur Andrés Iniesta, l'Argentin, quitte à être monté, il s'était dit je ne ferai pas le voyage pour rien. Dans le genre de match, Ben qui retrouve derrière lui Fernando Gago. L'Argentin a été contré par Yaya Touré. Bonne récupération pour Lassana Diarra en couverture avec Metzelder. Gabriel Heinze et c'est Alain qui a du mal à s'en sortir. On voit ce pressing barcelonais qui permet à Lionel Messi de récupérer le ballon. L'accélération de Messi revient à l'intérieur face à Metzelder. Messi qui essaie de contourner, accroché par l'Allemand. Messi toujours qui va... Je ne sais pas vraiment s'il a voulu tirer, s'il a voulu centrer ce ballon. En tout cas, il était tout seul, c'est sûr. Je pense, oui. Là, on ne peut pas tout lui demander parce qu'il est embarqué dans une série de dribbles. Regardez, là, il a tellement de monde autour. Là, Metzelder même le charge. Il n'a pas le temps de lever la tête suffisamment bien. Alors, on peut avoir un doute, finalement, entre frappe et centre. Il n'y a qu'à ce moment-là où jette un petit coup d'œil. L'angle était parfaitement fermé. Là, Casillas, s'il s'appuyait sur son poteau, ça ne serait pas passé là. Et ça a été tellement vite parce que c'était encore une récupération très haute que ni Thierry Henry ni Samuel Eto'o n'avaient pu réussir à venir sur cette balle. Avec ce ballon de Xavi dans la profondeur pour Thierry Henry dans la surface de réparation. Il va pouvoir contrôler ce ballon face à Cannavaro et Thierry Henry qui a glissé un petit peu au moment de sa prise d'appui, au moment de faire son petit crochet pour s'écarter de Fabio Cannavaro. Le Français a glissé, espérons qu'il ne s'est pas blessé parce que Gago remonte le terrain avec Gonzalo Higuaín. Pour l'instant, du côté madrilène, on voit des roches de Robben, de Higuaín. C'est pas forcément comme ça qu'ils y parviendront le mieux parce qu'ils vont certainement s'épuiser. Comme ils s'épuisent à courir après ce ballon, toujours dans la même zone. Même si pourtant la Raúl, Higuaín, ils ont aidé. Avec leur maîtrise habituelle, les Barcelonais s'en sortent et s'en sortent bien. Et c'est surtout un match où on n'a quasiment pas vu le capitaine madrilène, Raúl González Blanco, qui joue son 30e Classico. Eh bien, c'est lui qui vient donner ce ballon pour Robben. Victor Valdés est sorti. Robben qui s'estimait victime encore une fois d'une faute. Eh bien, encore au départ, c'était l'arbitre qui était venu gêner les Barcelonais. Alors, cette fois, c'est sifflé pour une faute. Andrés Iniesta sur Sergio Ramos, les deux partenaires de la sélection. Oui, je crois qu'une fois qu'on est sur le terrain avec un maillot du Barça et du Real, on oublie, même si, contrairement à la légende maintenant en sélection, du côté de l'Espagne, il y a une équipe. Et une belle équipe. On a vu ce geste sur la prise de balle de Raúl. Messi s'en est pris un peu à l'arbitre. Qui avait encore gêné. Il s'en est pris même assez vigoureusement. Robben avec ce centre travaillé, le coup de tête pour revenir dans ce match. Le Real Madrid qui revient avec Sergio Ramos, son joueur décisif. Sergio Ramos qui reprend de la tête ce ballon donc déposé par Arjen Robben. Et voilà le Real qui revient dans la rencontre, 2-3. Second poteau et il y avait trop de blancs de démarquer. Regardez là, ça se libère. Ils sont deux, presque trois même dans le dos. C'est beaucoup de trop pour que Valdés puisse faire quelque chose. Higuaín, Ramos, peut-être Metzelder, mais ils sont tous là. Ils sont tous là, les Blancs. Valdés, il est crucifié. Voilà, ce coup de tête de Sergio Ramos. Estime-t-on et dit-on dans la presse espagnole, lui qui nous a habitués justement à ce genre d'action et à marquer sur coup de pied arrêté.
Et bien pourtant là il vient marquer son 7e but de la saison et toute compétition confondue d'égaler son record personnel. Pour un défenseur, ça reste plus que net. Donc il est important ce but marqué par Sergio Ramos qui va relancer le suspense dans ce match, faire monter encore un peu la tension de ce classico. Sanadiara, là, il est obligé de commettre beaucoup de petites fautes parce que Iniesta, dans ses dribbles, surtout lorsqu'il est face à son but, Iniesta, pour se retourner, c'est là où il est le plus terrible. On n'a pas l'impression que ce soit un joueur qui soit puissant, mais il se retourne et il accélère avec une facilité absolument dérisoire. Thierry Henry qui donne ce ballon à Xavi, et Xavi est en train de regarder la course, l'appel de Lionel Messi. Du coup il a été devancé par Cannavaro. Attention à ce ballon, l'extérieur avec Marcelo qui est devancé finalement par la sortie de Victor Valdés. Bonne anticipation du gardien barcelonais qui est en train de devenir complètement fou après ce but madrilène. Le ballon en profondeur, Thierry Henry avec ce ballon qui va rouler doucement jusqu'au fond des filets pour le 4e but barcelonais. Thierry Henry a devancé la sortie de Victor d'Iker Casillas et Thierry Henry redonne l'avantage au Blaugrana, on l'a dit. Thierry Henry qui est toujours décisif dans les grands matchs de son club. Oui, parce que là il a eu le sang-froid. Les Madrilènes bien sûr laissent énormément d'espace dans leur dos, c'est pas forcément une habitude pour eux. Là ils s'y sont obligés. Et absolument même ligne là, il se démarque parfaitement. Encore un angle qu'il maîtrise bien. Casillas est obligé de venir au pire des endroits pour lui, se faire fixer, abandonner sa cage. Et Sergio Ramos ne peut que constater les dégâts. Mentalement, par rapport à l'ensemble de la saison, ils répondent présents les Barcelonais, en étant dans ce match mené et en étant capable ensuite de revenir. Et là, encore une fois, les Madrilènes ont mis le petit coup d'accélérateur et eux, avec de la maîtrise, avec du sang-froid, avec de la force mentale, ils réenfoncent le clou. Et Juan de Ramos qui se doit de réagir dans ce match. Il a fait sortir Marcelo, vous voulez le voir, le Brésilien, pour faire entrer un avant-centre supplémentaire. En l'occurrence, Klaas-Jan Huntelaar, qui a déjà marqué 8 buts dans cette Ligue 1. Lui qui est arrivé au mercato hivernal en provenance de l'Ajax Amsterdam, où il avait marqué avec... en Eredivisie, 167 buts. Attention tout de même à cette action, une nouvelle fois avec Thierry Henry, l'homme du match côté barcelonais. Ballon en retrait pour Messi. Messi qui ne souhaite pas accélérer, qui préfère servir Xavi. La montée de Daniel Alves. Alves va armer sa frappe, il est souvent habitué avec des frappes soudaines, il préfère décaler Eto'o. Le centre d'Eto'o. Oh, c'est Eto'o qui est en position de hors-jeu, c'est la raison pour laquelle Messi s'était arrêté. Et là c'était du classique barcelonais. On cherche à mettre le joueur vraiment dans les meilleures conditions pour marquer. Regardez comment Samuel Eto'o il s'était appliqué. Un incontestable hors-jeu, donc action annulée. Ah, ils jouent juste ce soir les Barcelonais. Et quand on sait l'importance de ce match et quand on sait la difficulté à venir ici, bah, chapeau pour avoir autant de lucidité. Le renversement du jeu avec Higuaín qui va faire un crochet intérieur. La frappe d'Higuaín, il est contré. Le ballon qui traîne une partie de billard dans la surface de réparation. Et finalement, Alves qui parvient à soulager les Barcelonais. C'est pas terminé avec la sortie de Puyol et l'arbitre. Le bras levé revient à la faute de Gabriel Heinze, l'ancien parisien. Ouais, qui se fait jeter les deux pieds en avant. Il est un petit peu court et il sait que sur ce ballon-là, s'il n'agit pas et que Touré s'en va, derrière va y avoir un contre terrible. Donc il est obligé de faire faute, mais sans danger pour Yaya Touré. Tout à l'heure on parlait de Yaya Touré, c'est sûr qu'offensivement il ne s'égare pas, mais il n'a pas que à rester devant la défense, parce que lorsque le ballon est perdu par les Barcelonais, à Barcelone, celui qui joue dans cette zone, il faut qu'il couvre dans l'axe et il faut qu'il couvre aussi sur les côtés. Et la sortie de cet homme, auteur de 2 buts, dans ce match capital pour la course au titre des Barcelonais. La sortie de Thierry Henry, donc, qui aura été décisif. Vous le voyez, des statistiques fabuleuses. 2 tirs cadrés, 2 occasions de but. 2 buts, 100% de réalisme pour Thierry Henry, qui est donc remplacé par un ancien de la Ligue 1, l'ancien capitaine du Racing Club de Lens, Seydou Keita. Oui, avec, lorsque c'est le cas, sur ce type de changement, avec Iniesta qui ira jouer dans la zone de Thierry Henry. Et bien sûr, Seydou Keita qui, lui, avec Yaya Touré et ensuite avec Xavi, va constituer le milieu à l'intérieur des Barcelonais. Zone capitale pour eux.
Alors là, cette fois, par contre, c'est peut-être du calcul au vu du match contre Chelsea. Thierry Henry avait reçu quand même pas mal de chocs. Il était même un peu incertain à la fin de la première période. Oui, et puis c'est d'abord du calcul certainement pour ce match, parce que pour le moment, le plus important, c'est de battre le Real. C'est pas encore fait. Voilà, c'est de Keita qui peut garder, conserver ce ballon. Il a été mis au sol. L'arbitre va le signaler, revenir à la faute. Les Madrilènes là, se retrouvent à gérer leur effectif qui n'est pas très équilibré. Et ça a été un problème pour Schuster. C'en était aussi pour André Ramos, parce que Huntelaar, Higuaín, bien sûr Raoul, ce sont des joueurs axiaux. Alors c'est quand même assez difficile au niveau du jeu offensif, assez équilibré. Bernd Schuster n'a pas eu de problème avec Huntelaar, puisque Huntelaar est arrivé bien après. Il est arrivé au mercato hivernal. Non, mais lui, c'était un choix, on va dire, c'était un choix de André Ramos pour pallier évidemment à la longue blessure de Ruud van Nistelrooy. Avant c'était Van Nistelrooy, donc on était avec la même difficulté, avec énormément de joueurs axiaux, que ce soit des milieux offensifs ou des attaquants. Il y en avait très peu à mettre sur les côtés. Donc tantôt Raoul, tantôt Higuaín, voire même Huntelaar ont été sacrifiés. Mais ça empêche bien sûr le Real d'attaquer et de défendre dans de bonnes conditions, parce que les deux actions sont liées bien évidemment. On a vu passer le visage des deux présidents, Vicente Bouda, président du Real Madrid, président intérimaire jusqu'aux élections qui se tiendront le 14 juin avec la possible élection et le retour de Florentino Pérez. À côté de lui, Joan Laporta. Tout ça pour dire qu'il y a eu évidemment la traditionnelle communale, le repas entre les deux présidents ce midi, et que Vicente Boluda a offert une affiche, un classico des années 50 au président barcelonais, et il n'a pas manqué de lui souligner que le Real Madrid s'était dans ce match-là imposé 4-1, et donc Joan Laporta lui a répondu vous essayez de mettre la pression. Et bien pour l'instant son équipe est en train de venger l'affront, et regardez ce bloc de glace sur la jambe de Thierry Henry. Peut-être lors de cette glissade, à espérer qu'au niveau du genou, là, il ne se soit pas blessé, parce qu'on l'a vu l'autre jour avec Marquez, dans des situations vraiment qui paraissent plus qu'anodines. On peut se blesser assez gravement, avec rupture externe et interne au niveau des ménisques pour Marquez, alors qu'il est tout seul à chercher un partenaire pour faire une passe. Ça paraît quand même assez bizarre. L'ouverture de la Sanadiara pour Robben, qui revient sur le côté gauche, qui se détend pour essayer de contrôler ce ballon de fort belle manière. Robben face à Gérard Piqué, il n'a pas réussi à passer le défenseur catalan, et les Blaugrana qui peuvent récupérer le ballon. Piqué vraiment qui s'impose de plus en plus. Alors c'est vrai que sans Puyol et Marquez, on peut avoir quelques petits soucis côté barcelonais. Je pense qu'avec Abidal et Piqué, ils peuvent aussi avoir des possibilités très intéressantes là de remplacement. C'est beau quand même par rapport à des joueurs comme ça de se retrouver au plus haut niveau en Liga et au niveau international. Piqué, Busquets, là, des tout jeunes barcelonais qui arrivent dans une saison exceptionnelle pour les Barcelonais, qui alignent souvent 6, 7, voire 8 joueurs formés au club, et dans des matchs importants, pas dans des matchs de 16e de finale de la Coupe du Roi, non, dans des matchs de Liga ou dans des matchs de Champions League. Regardez cette possession de balle, toujours proche des 60% pour le FC Barcelone, qui joue à l'extérieur sur la pelouse de Santiago Bernabéu, mais surtout cet avantage, 14 occasions pour les Catalans, seulement 5 pour les Madrilènes. On a revu les deux défenseurs, Puyol qui est à la lutte, Piqué qui couvrait bien, et quand on a Huntelaar entre les deux, ça peut être délicat, parce qu'il faut quand même le contrer avec sa taille. Donc ça sera Raoul maintenant avec Huntelaar à axe, et c'est Higuaín qui va se retrouver décalé sur un côté. Le gauche la plupart du temps, avec Robben qui est de l'autre côté. Donc pour Higuaín, il a Alves qui continuera à plonger bien sûr. Donc il va falloir qu'il attaque bien sûr, mais qu'il défende aussi. Coup de tête de Carles Puyol pour envoyer ce ballon vers l'avant. Le public qui essaie de pousser, d'encourager les Merengues. Il reste un peu moins de 25 minutes dans ce classico pour espérer aller chercher une victoire, mais alors qui serait pour le coup historique. Il va falloir encore marquer 3 fois.
Et seule la victoire est importante pour les Madrilènes. C'est une vraie passation de pouvoir entre le double champion sortant et sans aucun doute l'équipe qui va les remplacer au palmarès. Ça c'est fort encore. Une ou deux touches constamment de face et Iniesta lui qui rajoute la petite couche de dribble. Comme on disait tout à l'heure, lorsqu'il est face à son but, là il a l'air de se retourner. Et vous voyez, d'un seul coup, ça a éliminé 5 ou 6 joueurs madrilènes. L'accélération de Daniel Alves, un petit crochet. Daniel Alves qui va essayer de centrer au point de pénalty. Xavi a suivi. Le ballon a été repoussé. Sedou Keita qui ne préfère pas armer sa frappe, qui sert Iniesta. Eto'o, il n'était pas hors jeu, du bout du pied. Gabriel Heinze a réussi à enlever ce ballon à Samuel Eto'o. Et le crochet, il était réussi de la part d'Eto'o. Il avait même un partenaire. Ils étaient deux plein axe. Superbement démarqués encore par cette petite passe. Sergio Ramos, il a peut-être laissé un petit peu traîner sur Yaya Touré qui était au sol. Avec ce ballon qui va être sorti. Yaya Touré est au sol alors que vous voyez en bas de votre écran que Royston Drenthe est parti à l'échauffement côté madrilène. Juan de Ramos ne doit plus savoir vraiment que faire. Il a fait rentrer un attaquant supplémentaire, Huntelaar à la place d'un milieu Marcelo. Il n'a pas excessivement de possibilités. Drenthe, c'est de l'explosion aussi. C'est malheureusement un joueur qui n'est pas très bien vu ici. Parce que il n'est pas dans la lignée des joueurs que le public madrilène aime, c'est-à-dire des joueurs vraiment techniques, qui ont beaucoup de maîtrise. Il est tout en accélération, tout en engagement. Et lors de ses premières apparitions, il avait eu beaucoup de déchets dans son jeu. Avec Royston Drenthe, le seul joueur offensif qui reste sur le banc de Juan de Ramos. L'entraîneur madrilène, c'est le français Julien Faubert. Ce sont des joueurs justement qui, eux, peuvent évoluer sur les côtés. Gabriel Heinze va chercher une passe forcée, interceptée par Yaya Touré. Le public qui siffle, mécontent par forcément de la prestation des Madrilènes. Eto'o cherche la profondeur avec Xavi. Xavi qui se bat, qui réussit à conserver ce ballon. Xavi qui va même se retourner, mais il est dépossédé du ballon par Lassana Diarra qui met ce ballon dans la course d'Higuaín. L'accélération de l'Argentin, Higuaín face à Piqué. Il va tenter le crochet, non, il va revenir dans l'axe avec son compatriote Gago, poursuivi par Sedou Keita. On recule avec Sergio Ramos, à nouveau Gago. Il faut trouver la profondeur maintenant. On essaie de jouer encore dans la largeur avec Higuaín qui va centrer, le centre est travaillé. Ça sera une sortie de but tranquille pour Victor Valdés. Est-ce que là, les Madrilènes sur le côté n'ont pas vraiment réussi à décaler, à fixer? Donc les défenseurs barcelonais n'ont qu'à reculer, réduire un tout petit peu l'espace et ils voient ce ballon arriver de face. C'est vraiment extrêmement facile pour eux. Et voilà un joueur d'axe supplémentaire qui va entrer sur la pelouse, Raphaël van der Vaart, qui n'est pas capable, contrairement à Faubert, à Drenthe, on disait de jouer sur les côtés. Il va venir une nouvelle fois lui aussi jouer dans l'axe. Oui, ou si par hasard le coach le mettait sur les côtés, c'est pas là où il peut mieux s'exprimer. Et quand on pense que Sneijder et Guti sont absents ce soir, eux aussi ce sont des joueurs axiaux. Donc on voit quand même la grosse difficulté qu'a Juan de Ramos pour construire une équipe équilibrée. Il n'y a rien à faire, les joueurs, on ne peut pas les modifier, ils ont des caractéristiques. C'est à partir de là qu'un entraîneur choisit une organisation pour essayer d'attaquer et de défendre. Et quand il y a trop de déséquilibre dans un effectif, certainement que de temps en temps, Juan de Ramos, il ne doit pas dormir beaucoup. Sans parler de ce coup dur avec le coup de folie de Pépé, le défenseur central qui a été donc suspendu 10 matchs et qui va manquer à la fin de cette saison, le début de la prochaine. Pour avoir mis un coup de pied sur Casquero. Vous avez vu le ballon qui a été sorti par les Barcelonais puisque Lassana Diarra est resté au sol. Et que les autres francophones, Sedou Keita et Yaya Touré, sont venus le réconforter. Alors qu'au départ, c'est Lassana qui glisse, on le voit. Mais ensuite, c'est vrai que Sedou Keita lui tombe dessus. Xabi a été vraiment très sport parce qu'il y avait un super coup à jouer pour les Madrilènes. Ils étaient en surnombre avec une attaque à 5 ou 6 contre 4, plein axe, là, ça pouvait être intéressant pour eux. À un moment où le match n'est pas joué encore. Alors voilà, cette entrée, ce changement avec Sergio Ramos qui va quitter la pelouse.
Et Raphaël van der Vaart qui va rentrer. Vous entendez le public qui siffle. Le public n'est pas forcément satisfait du choix, du coaching de Juan de Ramos. Il va falloir nous l'expliquer, Renan. Bon, certainement que Lassana Diarra va jouer à droite. Ça va être un milieu capable puisqu'il l'a déjà fait avec le Real avant de le faire avec l'équipe de France. Et puis Van der Vaart jouera au milieu comme on l'a dit. Donc c'est Lassana Diarra qui va aller sur le côté, se dévouer. Et c'est un joueur vraiment qui a énormément de qualité, polyvalent. Alors ça permet différentes options, mais c'est pas ça qui va quand même résoudre tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure au niveau du déséquilibre de cet effectif madrilène. Parce que Van der Vaart, bien sûr, ce qu'il aime faire, quelques passes décisives, mais surtout frapper au but. Il a, que ce soit dans le jeu ou sur des coups de pied arrêtés, il a vraiment une frappe exceptionnelle. Alors pour l'utiliser, il vaut mieux qu'il soit proche des buts de Valdés. Et voilà son premier ballon touché par Raphaël van der Vaart avec ce ballon chippé par Yaya Touré. Lionel Messi qui se retourne, Lionel Messi qui accélère, Lionel Messi qui efface deux défenseurs madrilènes avant de servir ce ballon en profondeur pour Andrés Iniesta. Le crochet d'Iniesta qui n'a pas voulu frapper immédiatement et finalement il est repris par Lassana Diarra. Il est repris certainement d'une manière peut-être illicite. Iniesta à un moment a la possibilité. Oui, il y a faute. Il y a faute, c'est clair et net. À ce moment-là, ça tape dans le tibia droit d'Iniesta. Lassana Diarra, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire légalement. Vous voyez maintenant, c'est lui qui va être là-bas, le latéral droit. On n'a pas compris pourquoi Andrés Iniesta n'avait pas frappé de suite lorsque ce ballon vraiment lui a été offert par Lionel Messi. La passe était dosée à merveille pour l'Argentin, que Diego Maradona avait traité de chupon, c'est-à-dire de joueur égoïste qui mange le ballon. Il a prouvé avec ce genre de petites passes dans la profondeur qu'il sait faire jouer et offrir des buts à ses partenaires. Nouveau carton, nouvel avertissement madrilène. Raphaël van der Vaart qui s'est vengé. Il est un petit peu énervé après son premier ballon. C'était peut-être une des raisons aussi du remplacement, parce que c'est vrai que Sergio Ramos, lui ayant un carton, enfin on le sait tellement indispensable à cette équipe. C'est clair que Van der Vaart, là, il n'y va pas que pour dire bonjour à Alves. Il sait qu'il peut éliminer Iniesta, mais Lassana Diarra, il est diablement quand même défensivement fort. Même s'il commet la faute, ça passe pas, alors que beaucoup contre Iniesta ont du mal dans cette zone. Lorsqu'il joue dans la zone de Thierry Henry, il est capable lui aussi de passer des deux côtés, à l'intérieur, à l'extérieur. Attention avec ce ballon de Messi qui marque le 5e but. Lionel Messi dans ce nouveau face-à-face avec Iker Casillas qui est venu là donc porter le score à 5-2 en faveur du FC Barcelone. Il n'a pas raté ce nouveau face-à-face avec le gardien espagnol. Et voilà le Barça qui maintenant peut sceller quasi définitivement sa victoire dans ce match, dans ce Classico et dans ce championnat. Oui, vous parliez tout à l'heure, Lilian, que quelquefois il exagérait un peu. Regardez là, le 1-2, il a été somptueux avec Xabi. La remise de Xabi aussi. Il fixe parfaitement les défenseurs. Ensuite, il donne un ballon bien dosé. Et de la même manière, Messi lui aussi fixe parfaitement Casillas pour lui mettre petit côté. Non pas ouvert, plein du pied là-bas au second poteau. Le pauvre Casillas, là, c'est vraiment impossible à jouer quand vous êtes face à un joueur qui a autant de maîtrise. Où aller, quoi faire. Messi ne s'est pas trompé, n'a pas tremblé. C'est plus facile quand on mène 4-2. On n'en attendait pas moins de lui. C'est une équipe qui lui réussit particulièrement bien. Lionel Messi qui avait marqué les 3 buts du match nul au Camp Nou lors de la saison 2006-2007. Il avait également marqué le but, le 2e but barcelonais lors de ce Classico au match aller au Camp Nou. L'ouverture du score était venue de Samuel Eto'o et Lionel Messi a mis un petit lob superbe pour effacer Iker Casillas. Et bien ce soir, c'est un nouveau doublé pour l'Argentin. Et dans ce dernier quart d'heure, le Real n'a plus beaucoup d'espoir. Même si Higuaín tente encore de récupérer ce ballon. La tenaille s'était fermée, ils étaient 3, ils étaient 4 là, à enfermer Higuaín. Et bien sûr, c'est le nombre qui a eu raison. Et ensuite, dans les possibilités de contre maintenant, ça, du côté de Madrid, ça s'ouvre dangereusement. Ils sont obligés d'aller assez haut. En plus, ils ont une équipe forcément maintenant composée de beaucoup de joueurs offensifs.
À l'intérieur, Gago va se retrouver bien seul pour freiner tout ce beau monde. Lassana Diarra étant à la place de Sergio Ramos en tant que latéral droit. Et voilà, Lassana Diarra pour remettre ce ballon. Ouverture, on cherche la profondeur avec Raoul, qu'on n'a quasiment pas vu, le capitaine Merengue dans ce match. Raoul dans la surface de réparation, c'est une situation difficile et c'est Gérard Piqué qui va pouvoir récupérer ce ballon et relancer pour les Barcelonais avec Samuel Eto'o. Et relancer vraiment très très bien. Samuel Eto'o côté droit avec Messi qui est très souvent dans l'axe. Ça fonctionne bien, on voit Messi là qui a effectué une mauvaise remise et qui, fidèle à l'idée du club, aussitôt qu'il a perdu le ballon, fait un gros effort sur Gago. Avec l'entrée en jeu future de Javi Garcia. Messi qui rejoue, fait double 1-2 et finalement Van der Vaart qui a fait prendre ce ballon. Van der Vaart accroché par Carles Puyol. Un petit peu de relâchement là, entre Iniesta et Messi. Madrid qui essaie de faire tourner, de contourner le bloc avec Higuaín. Le décalage est fait pour la montée de Gabriel Heinze qui peut se centrer, ça sera trop fort au second poteau pour trouver la tête d'un partenaire. Gabriel Heinze, il a des qualités défensives. Lorsqu'il se retrouve dans les couloirs, c'est rare, c'est même certainement la première position en décalage qu'il a ce soir pour centrer. C'est pas au niveau de ce qu'il est capable de faire défensivement, bien sûr. Offensivement, c'est un petit peu moins bien. Et donc la sortie d'Arjen Robben qui aura beaucoup tenté, qui aura en début de rencontre fait énormément de pression sur notamment Eric Abidal, le latéral barcelonais. L'entrée en jeu de Javi Garcia avec un Juan de Ramos là, qui abdique un petit peu finalement et qui renonce à ce match et sans aucun doute à ses espoirs de titre. Jusqu'ici il avait multiplié les apports offensifs. Là cette fois-ci c'est l'inverse. Et on le disait aussi, plus il les multipliait, plus il engorgeait le jeu. Et quelle que soit la qualité des joueurs offensifs que vous mettez, lorsqu'ils sont tous axiaux, il y a un moment, c'est au détriment du jeu, au détriment de la qualité du jeu. Et là, c'est Javi Garcia qui va, lui, se rapprocher de Gago pour peut-être un peu mieux équilibrer cette équipe. Alors bien sûr, ça ne va pas dans l'histoire de ce match, où à ce moment-là, il faudrait marquer des buts. Robben, il a fait 15 premières minutes excellentes où il a réussi à 2-3 fois créer des décalages qui étaient pas définitifs mais pas loin. Pendant un moment d'ailleurs, le Real a fini par s'en sortir grâce à ses excellentes qualités. C'est lui qui est un petit peu seul à masquer les difficultés madrilènes. À chaque fois il marquait ou il faisait marquer le but qui permettait au Real de repasser, de reprendre l'avantage dans des matchs bien compliqués. Là on voit Cannavaro complètement en retard. J'allais dire comme à son habitude, laisse traîner ensuite sur ses Duqueta. Il y a bien sûr de la déception, de la frustration côté madrilène. Tout se joue ce soir. Pour l'instant ça leur échappe. C'est vrai que quand on est parti d'aussi loin, bien sûr qu'on voudrait. Et c'est souvent le cas, quand on fait un effort pour revenir, il est tellement démesuré qu'au moment où on est prêt à recoller, ceux qui sont devant remettent un petit coup d'accélérateur qui vous fait terriblement mal. C'est ce qui se passe ce soir entre les Madrilènes et les Barcelonais. On vantait le mental madrilène. Le mental barcelonais, il est pas mal non plus. Les 10 dernières minutes maintenant avec ce Real qui essaie juste de tenir. Et ce FC Barcelone dans un calendrier très compliqué. On l'a dit avec ce Classico à jouer entre deux demi-finales de la Ligue des Champions qui vient nous faire une véritable démonstration de force sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Et de prendre, on l'a dit, certainement une option quasi définitive sur le titre de champion. Voilà le premier pari remporté par Pep Guardiola qui aura en tout cas gagné cette bataille tactique face à Juan de Ramos parce que l'entraîneur du Real Madrid n'aura perdu pour l'instant que 2 matchs en Liga, les 2 fois face au FC Barcelone. Ouais, ça aussi, on ne peut que le redire. Le Real fait une saison absolument exceptionnelle.
Il n'y a qu'un petit inconvénient. Cette année, dans la Liga, il y avait un Barcelone au-dessus de tout. Et au moment où on croyait qu'il allait un petit peu faiblir, toutes les qualités qu'ils ont exprimées cette saison, à nouveau, ils les ont exprimées sur cette pelouse, dans les conditions peut-être les plus difficiles. Sauf que quand même, eux, ils avaient un petit avantage, c'est qu'en sortant de ce match, ils savaient que quoi qu'il arrive, ils étaient toujours devant. Je pense que ça a pesé dans la balance. C'était peut-être de trop ce qui était proposé aux Madrilènes ce soir. Non seulement il fallait qu'ils gagnent, en sachant qu'après, il aurait fallu continuer à espérer que le Barça coince. Enfin, qui croyait les Madrilènes lorsqu'ils étaient à 12 points que ce Classico pouvait être décisif? Alors qu'Eto récupère ce nouveau ballon, le centre d'Eto avec ce ballon contré par Cannavaro, par Piqué qui met ce ballon au fond des filets pour le 6e but barcelonais. Ce n'est plus una manita, une main pleine, mais une véritable déroute, un 7 comme on dit en Espagne. Gérard Piqué qui marque le 6e but, le Barça qui mène 6-2. Un débordement là magistral. Je dis qu'il est magistral parce qu'il est surtout bien conclu. Quand il y a 5-2, des fois il peut y avoir des péchés au niveau de l'égoïsme, parce que Samuel Eto'o c'est quand même un joueur qui certainement sera sacré meilleur buteur. Il n'a pas cherché à en ajouter un. Il a respecté le jeu du Barça, il a respecté le jeu tout court. Vraiment, il a donné un ballon parfaitement dosé, même s'il a fallu s'y reprendre à 2 fois. Regardez, ça doit être extrêmement limite quand même la position de Samuel Eto'o. Là, il va s'appliquer. C'est Piqué qui est quand même défenseur central. Casillas contre. Et Piqué qui aurait dû rendre ce ballon à Messi. Là, je crois, il le fait volontairement, c'est sûr, parce qu'il sent qu'il embarque les 2 Madrilènes vers Messi. Et au lieu de la rendre en retrait, il la glisse au fond. Cannavaro, Casillas à contre-pied. Sans froid barcelonais et aussi talent. Gérard Piqué, tout joyeux d'inscrire son premier but dans ce championnat, mais surtout un but qui offre une véritable gifle au rival catalan. Évidemment, le Real Madrid est KO debout maintenant avec ce 6e but inscrit par Gérard Piqué par le FC Barcelone. On l'a dit, ce Real qui arrivait tambour battant pour revenir derrière le FC Barcelone. On pensait que ce Classico allait être décisif, il l'a été, mais alors quel coup dur, que ça va être dur dans les chaussettes, dans les têtes des Madrilènes d'avoir fait cette incroyable série et que finalement tout s'écroule, tout tombe à plat avec cette humiliation subie à Santiago Bernabéu en 100 et quelques Classico, on le disait, 158e, mais surtout bien sûr tous ceux qui s'étaient joués à domicile. Jamais en un siècle d'histoire le FC Barcelone n'avait marqué 6 buts sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Ils l'ont fait au meilleur des moments. Mais je crois que ce soir, le Real, il faut rendre hommage à cette équipe parce qu'ils ont fait, compte tenu de toutes les difficultés, ils ont fait vraiment un championnat magnifique. Chapeau à Juan de Ramos, il a pris l'équipe au plus mauvais moment, en plus il fallait aller à Barcelone. Il a réussi à mettre cette équipe dans le sillage du Barcelonais, à les faire peut-être un petit peu douter, quoique, plutôt faire douter les supporters, ceux qui sont sur le terrain, et de l'autre côté aussi, puisqu'on en est à l'affrontement ultime. Là. Chapeau aussi aux Barcelonais parce qu'ils auront battu un grand Real, un beau Real. Ce championnat aura été un championnat magnifique et le champion à belle allure puisque avec ce 6-2, on le dit, on le répète à l'envi, mais le Barça sera sacré donc champion, prendra la succession du Real Madrid, une véritable passation de pouvoir et on voit ce double changement, vous voyez. Il est hilar, Pep Guardiola, c'est pas son habitude, mais là aujourd'hui 6-2, il se lâche parce que vraiment, eh bien, tout au long de la saison, il a cessé de nous répéter à notre micro, dans les conférences de presse, que rien n'était gagné, que le FC Barcelone n'avait toujours gagné aucun titre. Mais là, il le sait maintenant, 7 points d'avance avec 4 matchs à jouer. Il faudrait que le Barça s'écroule 3 fois dans les prochaines journées. C'est toujours possible, mais quand même, ça sent bon le titre. Oui, effectivement. Enfin, lorsqu'on n'est pas supporter, lorsqu'on n'est pas soucieux de ces deux équipes, en tant qu'amoureux du football, on peut dire que le Barça cette année, s'ils n'ont rien gagné, minimum ils ont gagné le respect de ceux qui aiment le foot, parce que des saisons comme ça, il y a vraiment très peu de clubs qui en réalisent, ce qui fait qu'on a vu Casillas, on a vu Raúl, Juan de Ramos, par rapport à ce qu'ils ont pu déclarer sur le Barça, c'était quand même un petit hommage. Et c'est la logique parce que cette équipe vraiment au niveau du foot cette année
elle a ravi tous ceux qui sont autour des terrains. C'est efficace, c'est beau. Et ça permet de gagner 6-2 dans un match extrêmement délicat. Avec Boyan, ce ballon sur le côté pour le tout jeune Boyan, c'est 18 ans, qui réussit à effacer son adversaire. Boyan est passé, il a passé à Enze, le centre de Boyan avec l'ami Lionel Messi qui a tenté une petite talonnade pour marquer un 7e but. Et sur ce ballon, en allant au premier poteau, bien sûr, il y avait Seydou Keita qui, comme d'habitude, avait plongé aussi à 3 contre 1, mais c'est sa course qui est vraiment très très importante. Regardez, il tente une petite déviation de l'extérieur du pied gauche. Casillas, il commence à être un peu dépité. Pour Enze, c'est délicat. Il a souffert déjà pendant presque 90 minutes et on lui met un tout jeune, très frais. Ahmed Zelder, il a mis la main sur l'épaule d'Eto'o pour empêcher d'être pris dans ce 1-2. Et vous l'avez vu, les supporters madrilènes qui quittent l'enceinte de Santiago Bernabéu. Les chants que vous entendez, ce sont les supporters barcelonais qui ont fait le déplacement. On les a vus quelques fois là-haut dans la tribune de la Cour d'Assour. Pour certains madrilènes, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont commencé à rentrer à la maison. C'est un public difficile, un public qui aime pas voir le Real Madrid se faire balader. On a été habitué au caviar dans cette enceinte de Santiago Bernabéu et on n'a jamais pris goût aux larges défaites et aux humiliations. En tout cas, après le Barça qui avait fait sur cette pelouse l'an passé, souvenez-vous, vous étiez avec nous sans doute l'an passé sur Canal Plus Sport pour voir le passillo que les Barcelonais avaient fait au Real Madrid. On parlait d'humiliation du côté des Catalans, mais alors là, celle-là, elle vient du terrain, elle est encore plus dure dans la tête des joueurs. Oui, à choisir, vaut mieux faire le passillo que de souffrir 90 minutes et surtout les dernières minutes quand on est chez soi avec un score qui paraît maintenant définitif et qu'il faut quand même continuer à jouer. Là, ce sont des minutes très très difficiles pour les joueurs madrilènes et au contraire qui doivent être jouissives pour les joueurs barcelonais. C'est le plus gros triomphe barcelonais dans l'histoire de ces derbys sur la pelouse de Santiago Bernabéu. La dernière fois que le FC Barcelone avait déroulé, avait offert une telle humiliation, un tel spectacle, c'était lors de la saison 73-74 où le Barça s'était imposé 5-0. À l'époque, Reynald, vous vous en souvenez sans doute, il y avait El Mago, la tulipe d'or, Johan Cruyff qui jouait sur cette pelouse dans l'équipe barcelonaise. Et comme on sait que Pep Guardiola est le fils spirituel, le relais sur le terrain quand Johan Cruyff est entraîneur, c'est un bel hommage finalement, un retour de l'histoire avec cette victoire 6-2 qui attend les Barcelonais. Alors que Samuel Eto'o était parti encore dans les dribbles. Ouais, c'est peut-être une des raisons aussi qui font que leur Barça est capable d'aussi bien jouer ce soir à Madrid, c'est qu'il y a quand même une continuité, vous le disiez. Parce qu'il est certain que si Guardiola a pris l'équipe cette année, il était loin de partir à zéro. Il connaissait tout dans ce club, il connaissait surtout la manière de faire jouer ces Barcelonais. Il connaissait les joueurs les plus influents dans le jeu du Barça, les Xavi, les Iniesta. Avec ce ballon en profondeur, cette tentative d'Huntelaar et Victor Valdés qui finalement ne lâchera rien, prend ce ballon devant Klaas-Jan Huntelaar alors que l'arbitre libère les Barcelonais qui s'élèvent. L'accolade chaleureuse entre les présidents. Vicente Boulouda qui salue le président Laporta. Certainement, ce Barça est parti pour être champion d'Espagne. C'est une démonstration, une véritable passation de pouvoir. Que dis-je? Un sacre des Barcelonais qui remporte ce Classico 6-2. Ils auront eu un tort, les Madrilènes, c'est de marquer les premiers. Lorsqu'ils sont menés, ils ont une énergie terrible pour revenir. Là, ils se sont trouvés dans la position difficile. Mais surtout, quelle maîtrise, quelle tranquillité. Quelle assurance du côté du Barça qui a développé le jeu qu'on connaît habituellement avec presque trop de facilité. Et ben voilà, merci à tous. Ça a été un classico historique d'anthologie. J'espère que vous l'avez enregistré. Et quant à vous, Marc et Jean-Charles, voilà la plus grande équipe peut-être d'Europe. Elle s'appelle le FC Barcelone et elle sera sacrée championne d'Espagne. Ouais, restez quelques instants avec nous, Lilian Gatoun et Reynald Denwex, parce qu'on va vous faire profiter d'un moment, un grand moment de télévision. Regardez, 74e minute, c'est le 5e but de Léo Messi. On vous a trouvé vachement plus en retenue sur ce but du petit international argentin par rapport à vos collègues de la télévision espagnole. Je vous propose d'écouter. Regardez, ça dure 1 minute 20 de pur bonheur.
para Alves, Alves con Messi, Messi para Xavi, vamos a ver qué hace Xavi, esconde el balón, Xavi, qué balón para Messi, 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 puede marcar Messi, gol, 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 gol de Messi, gol del Barça, gol, 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 se la puso donde más le duele a un portero, en el palo corto a Iker Casillas, y además por una buena causa, dedicando el tanto al síndrome X frágil, esa enfermedad que tienen algunos niños y por el cual Messi lucha y da todo su apoyo, porque además de ser el mejor jugador es también un jugador comprometido. Marca Messi su doblete, su segundo gol en el Bernabéu para meter la manita. Marca Leo, marca el Barça, ahora sí que cierra el partido el Barça. Real Madrid 2, Fútbol Club Barcelona, manita. C'est tout simplement énorme. Et à la fin de cette phrase, le commentateur est mort. Il a explosé. Non, je blague. Je blague. En tout cas, c'était vraiment un des moments. Et oui, il va falloir nous la faire comme ça, Lilian et Reynad, la prochaine fois. Sans problème. Sans problème. On est prêts, on peut le faire. Alors, on est chaud. Un petit goal. Là, goal. Vous êtes encore court, une bonne quinzaine de secondes encore, hein. On a du coffre ici, que Zeus. Merci beaucoup en tout cas messieurs, et quelle éclatante victoire Marc Keller du FC Barcelone, 6-2. On se posait une question de savoir si le Barça était un peu émoussé après 2 matchs nuls consécutifs à Valence et face à Chelsea. La réponse est très claire, non, et tout va très très bien mesdames, messieurs, pour les hommes de Pep Guardiola qui s'envolent vers un titre de champion en 2009 pour succéder au Real. C'est vrai, Jean-Charles, on avait quelques questions avant le match. Finalement, les réponses ont été données. Le Barça sera champion. Je dirais c'est un stade magnifique, des joueurs exceptionnels, du fair play, du jeu. Je trouve quelque part, on peut dire que c'est logique par rapport à leur saison, ce qu'ils ont réalisé, les hommes de Pep Guardiola. C'est vrai qu'on les encense depuis des lustres. Et là, on va voir notamment les buts de la deuxième période. C'est toute une joie de jouer, c'est toute une philosophie de club qui a permis de réaliser cette performance, qui est un résultat historique, notez-le bien.